Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour une nouvelle émission, un nouveau preview en vue du match que l'on attend tous, du match présent dans nos têtes, cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions qui nous attend dans quelques jours entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Pour m'accompagner dans cette émission, monsieur Yacine Amnet. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va Yass? Ça va, hein. Écoute, ça commence à se rapprocher, donc on est chaud, mais écoute, on va pas se plaindre d'être encore en course quand les beaux jours arrivent, etc. Ça nous a tellement manqué que, pas manqué. Non, on fait des demi-finales, mais je sais pas, il y a une atmosphère différente cette année quand même. Je sais que t'aimes pas attendre. T'aimes pas attendre ces genres de matchs. C'est toujours, c'est un truc que t'aimes pas. Ouais, bah, tu sais, en même temps, la Ligue des Champions, déjà, on n'aime pas trop attendre, mais bah, quand tu te rapproches du dernier carré, t'as envie de savoir, en fait. Avec nous également pour nous accompagner aujourd'hui. Vous le connaissez sans doute si vous suivez le WFC, si vous suivez le Club des 5 ou si vous écoutez un peu l'APL notamment sur Canal+. Monsieur Najim Medini. Salut Najim. Salut les gars, très content de retrouver deux amis qui seront deux ennemis la semaine prochaine. Euh, Parce que pendant 90 minutes, désolé, hein, je vais souhaiter votre tristesse. Mais je suis très content en tout cas de faire cette émission avec vous. Et pareil, hein, pareil que Yacine, j'ai hâte de voir cette double confrontation. Najim qui a grandi aujourd'hui, mais moi je l'ai connu tout petit, Najim. Je l'ai connu, Je t'ai connu tout petit aussi, hein. il n'était pas encore il était pas encore journaliste, mais il avait déjà une voix de commentateur un peu, un petit ton, et puis voilà, il en est là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Messieurs, Arsenal PSG, c'est l'affiche de la première demi-finale de Ligue des Champions. L'autre, ce sera, j'allais dire Real Madrid, pas du tout. Ce sera Barcelone-Inter Milan. On a trop l'habitude. On a trop l'habitude qui est le Real. La première question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est que vous inspire cette rencontre? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu Arsenal PSG en affiche? Najim, t'es l'invité, je vais te donner la parole en premier. Voilà, Ah, qu'est-ce que t'inspire cette rencontre? forcément, moi, c'est un match un peu particulier pour moi parce que je suis supporter d'Arsenal. Déjà, c'est la première demi-finale d'Arsenal depuis 2009, donc c'est pas quelque chose de courant pour les Gunners. Et puis, jouer contre le Paris Saint-Germain, moi, je suis né, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai énormément d'amis qui sont pour le Paris Saint-Germain, donc forcément, ça commence déjà un petit peu à se vanner, un petit peu à se titiller. Donc, c'est forcément un match particulier déjà sur le plan émotionnel. Maintenant, sur le plan sportif aussi, parce qu'on a, je pense, une équipe d'Arsenal qui a atteint une certaine maturité, on pourra y revenir tout à l'heure. Et le Paris Saint-Germain aussi, Yacine en parlait tout à l'heure, il y a une atmosphère particulière autour du Paris Saint-Germain. L'année dernière, le PSG a fait demi-finale, mais on a quand même la sensation que cette année, il y a quelque chose de différent par rapport au contenu, par rapport à la qualité des matchs, par rapport au collectif qui ressort de cette équipe parisienne. Donc, vraiment hâte de voir ce match. Surtout qu'en plus, même si c'est pas une affiche inédite, parce qu'on l'a eu il y a quelques mois en saison régulière, en phase à élimination directe, je pense que c'est une première. Donc, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on attend. C'est pas tout à fait une première, Najim, on y reviendra tout à l'heure D'accord. dans la dernière partie. Et je pense que ça va être la réponse de Yacine. Mais Yacine, je te pose la question, que t'inspire cette rencontre? Je pense que je peux faire la réponse aussi, mais je vais te laisser la faire. Non, mais qu'est-ce que ça m'inspire? Déjà, on va être un peu logique, c'est que quand tu arrives dans le dernier carré, je veux dire, tu vois, de l'autre côté, tu as Barcelone et l'Inter, quoi qu'il arrive, c'était des affiches, quoi. Il y a pas de surprise cette année, il n'y a pas d'équipe inattendue, on va dire. La deuxième chose, c'est que bah, nous, on continue avec l'Angleterre. Je crois que Paris, on en est quand même à la quatrième adversaire cette saison du championnat anglais, dont trois de suite dans les matchs à élimination directe. Et puis c'est Arsenal, et Arsenal, il y a l'histoire, on va y revenir, parce que bah, moi je suis un peu plus vieux que vous, donc j'ai connu 94 et Arsenal, mais en Coupe des Coupes, mais il y a aussi malgré tout Arsenal, l'histoire avec, enfin Arsenal, il y a quand même une histoire avec la France, avec le championnat de France, avec les joueurs français, même si moins aujourd'hui, mais c'est aussi comme ça que Arsenal s'est vraiment fait un nom en France. Dans les années 80, on était plutôt sur du Liverpool, pour ceux qui suivaient un peu l'Angleterre, etc. Arsenal s'est fait un nom aussi avec son identité française, Arsène Wenger, Petit, Vieira, Henry, etc. Donc il y a quand même ce lien-là, et puis bon, bah, c'est quand même une des équipes, des grosses équipes des 3 dernières saisons en première ligue. Donc ça va être bah, un match compliqué, un match difficile. C'est une grosse affiche et on a hâte d'y être.
Effectivement, tu l'as dit, Yacine, le PSG poursuit son épopée avec les clubs anglais. 6 confrontations cette année entre C'est dingue. Parisiens et clubs anglais. 3 victoires, 3 défaites pour le PSG. Donc voilà, la balle au centre, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour la demi-finale. Avant de vous demander, messieurs, et ce sera l'objet de notre troisième partie, quel est pour vous le favori, s'il y en a un, j'ai envie qu'on parle d'Arsenal et de cette équipe de Gunners, parce que parmi les supporters du PSG qui nous regardent, qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas forcément cette équipe comme il se doit. Évidemment, tout le monde sait que c'est l'homme à l'écran ici, Mikel Arteta, qui est entraîneur d'Arsenal, ancien joueur du PSG, évidemment, hein, donc bien connu de la famille parisienne. Najim, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe, sur sa forme, ses cadres, sa dynamique, sa manière de jouer aussi? Voilà, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide un peu de cette équipe d'Arsenal? De manière assez rapide, bon, bah voilà, Mikel Arteta, tout le monde le sait, il est arrivé en 2019. Il y a eu un cap qui a été passé en 2022, où Arsenal a commencé en 2022-2023 à s'installer à la deuxième place du championnat. Ça a été le cas également l'année dernière. C'est encore le cas cette saison. On le voit à l'écran. Arsenal terminera très certainement à la deuxième place. Donc, on est sur une équipe d'Arsenal qui a vraiment franchi un cap, mais étape par étape. Ça s'est vraiment fait de manière, euh, de manière assez progressive. On a eu une équipe, un club qui est monté en puissance. L'année dernière, Arsenal faisait son retour en Ligue des Champions. Ils ont été éliminés en quart de finale contre le Bayern Munich. Et là, on a vraiment la sensation qu'ils ont pris de l'expérience, ils ont atteint une certaine maturité. On l'a vu notamment lors de la dernière confrontation contre le Real Madrid, où Arsenal a été capable de l'emporter à l'aller et au retour, à se qualifier sur un score total de 5-1. Arsenal, voilà, c'est une équipe aujourd'hui dont on connaît bien le style. Hein. C'est une équipe qui essaye de s'installer dans le camp adverse, d'avoir la maîtrise du ballon, d'attaquer avec du nombre. C'est aussi une équipe qui, avec le temps, a appris par moments à laisser un petit peu le ballon à l'adversaire et sur certaines séquences de match, à savoir défendre en bloc médian. Et d'ailleurs, je pense que c'est la principale force de cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, c'est que c'est une des équipes les plus efficaces sur le plan défensif. C'est la meilleure défense de Première Ligue avec 27 buts encaissés. Et c'est une équipe qui a encaissé qu'un but face au Real Madrid. Et on le voit notamment avec les latéraux. Si on prend Timber et Lewis Kelly, ce ne sont pas forcément des contre-attaquants comme peuvent l'être Hakimi et Nuno Mendes, mais par contre, ce sont des joueurs qui ont une vraie force défensive, notamment en 1 contre 1. Ce sont des joueurs qui sont très difficiles à éliminer. On l'a vu, Timber a vraiment éteint Vinicius. Lewis Kelly, c'est un joueur qui est très difficile également à éliminer. C'est un petit peu l'une des révélations des Gunners cette saison. Il a 18 ans, il a commencé avec l'équipe première en début de saison, il s'est imposé dans le 11, il a même connu ses premières sélections avec l'Angleterre. Donc, ouais, si je dois donner vraiment une force de cette équipe des Gunners, je parlerai avant tout donc de leur force défensive. Parce que c'est une équipe qui encaisse peu de buts, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Il y a cette charnière centrale, alors il y avait Saliba et Gabriel qui pour moi étaient vraiment l'une des meilleures charnières d'Europe. Gabriel malheureusement est blessé depuis quelques semaines, c'est Kivior qui l'a remplacé. Alors, depuis qu'il l'a remplacé, Kivior est plutôt bon, il arrive à faire le boulot. Alors, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? C'est l'une des interrogations, parce qu'on sait que Kivior, forcément, en termes de niveau, ça reste quand même un cran en dessous par rapport à Saliba et par rapport à Gabriel. Et puis à côté, tu as Saliba qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs au monde aujourd'hui. Et sur les deux équipes, si on doit prendre les quatre défenseurs centraux, je pense que Saliba est le meilleur. C'est celui qui est le plus complet, c'est celui qui est capable de faire le plus de choses, capable de couvrir la profondeur, capable de défendre en avançant, capable d'être bon dans les duels aériens, capable d'être à l'initiative avec le ballon. Donc voilà, si je dois donner une qualité forte, ce serait la défense. Et puis pour terminer sur la forme de l'équipe, Arsenal est une équipe qui a connu une période un petit peu plus creuse en début d'année 2025 parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Gabriel qui s'est blessé il y a quelques semaines, il y a eu Havertz et Gabriel Jesus aussi qui se sont blessés en début d'année 2025. Mais depuis la victoire à l'aller contre le Real Madrid, on sent quand même que l'équipe a retrouvé de la confiance. Ils ont gagné 4-0 là ce week-end contre Ipswich. Bon, ça reste Ipswich. Arsenal en plus jouait à 11 contre 10, donc ils se sont rendus le match assez facile. Mais on sent quand même une équipe qui est plutôt en confiance, qui a atteint une certaine maturité, comme je le disais. Et puis de toute manière, aujourd'hui, l'objectif des Gunners, il se trouve plus en championnat, parce qu'en championnat, il n'y a plus grand-chose à jouer. Il se trouve en Ligue des Champions, et on a vraiment la sensation que cette équipe, elle est concentrée pour essayer d'atteindre sa première finale depuis 2006. Yacine, on a le sentiment, Najim l'a un peu dit, que ce qui arrive à Arsenal, c'est presque ce qui est arrivé à Manchester City il y a quelques années, c'est-à-dire la construction d'un projet il y a 3 ans avec Arteta, comme avait pu le faire City avec Guardiola il y a quelques années, peut-être d'ailleurs comme est en train de le faire avec le PSG avec Luis Enrique, hein, on verra bien plus tard. Est-ce que là, ils n'atteignent pas aussi une forme de, pas d'apogée, mais voilà, ils arrivent à une vitesse où ils sont vraiment en forme, peut-être presque au maximum de ce qu'ils peuvent faire
notamment en Ligue des Champions, parce qu'en championnat, ils ont pris un peu de distance avec Liverpool et ils seront pas champions cette année. Mais voilà, toi, est-ce que tu vois aussi un projet qui s'est affirmé sur la durée? Ouais, bah, clairement. D'ailleurs, ça a été un peu cité en exemple régulièrement notamment par rapport au PSG, quand on disait ouais le projet, etc. Et on prenait en exemple Arsenal. Alors moi je disais à chaque Mm. fois, évidemment que c'est un exemple, sauf que au moment où le PSG repartait sur un projet, c'était pas du tout la même dynamique qu'Arsenal au moment où Arteta reprend le projet. Et c'était là la différence. Donc on laisse du temps à Arteta. J'ai envie de dire, c'était un peu plus compréhensible dans le sens où Arsenal revenait de loin, que le PSG était quand même, même s'il y a eu des hauts et des bas au PSG avec plein de problèmes, bon, le PSG était quand même sur une dynamique différente. Donc c'est là où il y avait pour moi quelque chose une petite opposition, mais malgré tout évidemment que le projet il est cohérent. Arsenal a construit, Arsenal se renforce chaque saison avec des choix très précis, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur du recrutement où on prend 5, 6, 7 joueurs, on affine on peaufine un peu le projet, donc c'est très bien, on le voit à la cohérence. Il y a aussi, tu vois, Najim parlait de Saliba. Moi, je trouve que Saliba, c'est un très bon exemple dans le sens où Saliba, quand il arrive à Arsenal, Arteta veut pas de lui, en fait. Et Saliba s'en va en prêt. Et moi, j'aime cette mentalité parce que Saliba, au lieu de se plaindre, ou au lieu de se dire, moi, je m'en fous, j'ai un contrat, je reste là, le mec, il est parti en prêt. Il est parti faire ses matchs. Et quand il est revenu, ben, quand tu reviens avec 60 matchs de haut niveau, bah, effectivement, c'est mieux que d'avoir joué 4 matchs et demi, dont 2 de Cup, et d'être resté sur le banc. À l'arrivée, bah, C'est il clair. s'impose. Voilà. Et la différence aussi, c'est qu'on voit bien qu'Arteta, euh, moi j'aime aussi ce genre de coach qui compte pas sur un joueur, mais si à un moment donné le joueur fait ses preuves, bah, tu es capable de revoir ton jugement sans être têtu au point de te dire non, non, moi j'en voulais pas et je vais prouver à tout le monde que j'en voulais pas. Donc évidemment, voilà, c'est Arteta, il construit des choses. Il y a souvent le parallèle avec Guardiola. Bon, il y a quand même il y a quelques similitudes, mais il y a aussi beaucoup Bien de sûr. différences. Et là où je Ça vais a été venir sur son, la ça a été son demi-finale, adjoint, hein. Ça a été son adjoint, il ouais, faut ouais, le ouais. rappeler pour ceux qui ne savent pas. Arteta Bah, était l'adjoint de Klopp. adjoint, formé à Barcelone aussi avant d'arriver au PSG. Pendant Bon, il y a 4 ans. quand même beaucoup de similitudes. Mais il y a un élément, moi, mon agi m'a parlé un petit peu. Je pense que là où Arsenal est un problème pour le PSG, de toute façon, en demi-finale, il y aura eu que des équipes qui vont te poser des problèmes, mais c'est que finalement, Arsenal est capable de faire plusieurs choses. Un peu comme le PSG, hein. Mais malgré Mm. tout, les équipes n'aiment pas affronter des adversaires qui sont capable de faire plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si, admettons, tu prends la possession, ça ne voudra pas dire que le rapport de force est inversé et que tu as pris la possession parce que tu domines. Ça peut être une stratégie de dire on laisse le ballon. Aussi. D'ailleurs, si on se rappelle pas le match de poule, bon, Arsenal est au-dessus, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas une domination outrageuse et il n'y a pas, tu vois, Arsenal avait parfois laissé le ballon au PSG. Il s'était mis, comme l'a dit Najim, hein, en bloc médian, en attendant un peu et en sortant dans des vrais temps de pressing à des moments précis et pas forcément pris le ballon et privé le PSG de ballon. Donc c'est toujours un peu difficile de jouer ces équipes-là parce que même quand tu prends le ballon, tu te dis attention, peut-être qu'ils nous le laissent et pour nous attendre et nous contrer. S'ils prennent le ballon, ça ne veut pas dire non plus que eux ont pris le dessus. Tu vois, ça va être deux équipes qui savent faire quand même beaucoup de choses. Alors plus ou moins bien dans leur domaine. Donc ça va être une confrontation qui va être déjà tactiquement très intéressante à regarder. Et puis bon, on a quand même des équipes qui sont plutôt en forme. Voilà. Et si je devais ajouter un truc, c'est que là où il y a une vraie différence dans ce que fait Arsenal, et on va en reparler, je pense, bah, c'est les coups de pied arrêtés. Parce Aussi. qu'Arsenal a une vraie force là-dessus, ce qui a parfois été une faiblesse au plus du PSG. Et quand je dis coup de pied arrêté, on précise pour tout le monde, parce que tout le monde ne regarde pas Arsenal régulièrement. Je ne parle pas parce qu'il y a eu 2 coups francs de Rice en quart de finale, mais bien parce qu'il y a un préparateur des coups de pied arrêtés et que Arsenal sur la saison a marqué, je crois, entre 20 et 30 buts sur coups de pied arrêtés. Bon, et d'ailleurs, on en a fait les frais nous-mêmes au match de poule. Avec Saka. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très important et on sait que ces matchs-là peuvent se débloquer justement sur ces séquences de jeu. Après, pour relativiser par rapport au coup de pied arrêté, c'est vrai que Arsenal a été extrêmement performant sur la première partie de saison Ouais. sur les coups de pied arrêtés, ce qui ont fait d'ailleurs la meilleure équipe d'Europe, hein, sur coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2025, Arsenal marque un peu moins quand même sur coups de pied arrêtés pour rassurer les supporters parisiens. Gabriel, le fait qu'il soit blessé, forcément, ça joue un petit peu.
Mais ça en reste quand même une équipe qui est vraiment très redoutable là-dessus. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, vu qu'on parle d'Arsenal et de Mikel Arteta, moi, il y a une chose aussi que j'aime beaucoup chez Mikel Arteta, et il est encore en train de le prouver actuellement, c'est que c'est un entraîneur en fait qui arrive toujours à s'adapter lorsque son équipe a peut-être un coup de moins bien, il arrive à trouver parfois les ajustements pour réimpulser quelque chose. L'année dernière, rappelez-vous, sur la première partie de saison, il y avait parfois des difficultés. Je me souviens notamment de Kai Havertz qui, au poste de numéro 8, avait beaucoup de difficultés. Et au moment du mois de janvier, il avait fait des choix forts qui ont permis à Arsenal de faire une deuxième partie de saison excellente parce qu'il avait fait 16 victoires en 18 matchs de Première Ligue. Il avait fait passer Kai Havertz au poste de numéro 9. Il avait changé également le poste de Declan Rice. Il l'avait fait passer de numéro 6 à numéro 8. Et ça avait permis à Arsenal de réimpulser quelque chose. Et cette année, alors il a été un peu contraint de le faire, mais il y a eu aussi des choix qui ont permis à Arsenal un petit peu de se réinventer, notamment Mikel Merino, qui a été repositionné au poste de numéro 9 parce que Jesus et Havertz étaient blessés. Et même si ça peut paraître surprenant, Merino, qui à la base est un milieu de terrain, franchement, il a fait des très bons matchs au poste de numéro 8, au poste de numéro 9, pardon. Il a même marqué contre le Real Madrid. Alors, est-ce qu'il jouera numéro 9 face au Paris Saint-Germain? On sait pas encore parce que au match aller, malheureusement, Thomas Partey est suspendu. C'est une perte qui fait mal, qui fait très mal pour les Gunners parce que Thomas Partey, mine de rien, c'est l'un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. C'est le numéro 6, c'est le garant de l'équilibre d'Arsenal. Il ne sera pas là lors du match aller. Et il y a deux options en fait qui se présentent pour Arteta. Soit il décide de le remplacer numériquement en mettant Jorginho, mais Jorginho, malheureusement, il commence à prendre un peu d'âge. Alors certes, avec le ballon, quand il n'est pas trop pressé, Jorginho il est capable de trouver des lignes de passe intéressantes. Mais sur les transitions, c'est un joueur qui souffre énormément. Et quand on voit la vitesse des attaquants parisiens, j'ai même pas envie d'y penser. Ça reste quand même la première option. Et la deuxième option, c'est celle que Mikel Arteta a essayé en championnat ce week-end et qui risque d'être reconduite. C'est en fait, il a fait descendre Merino, il a fait descendre Declan Rice d'un cran. Donc Declan Rice est passé de numéro 8 à numéro 6. Donc numéro 6, ça reste quand même son poste de formation. C'est le poste qu'il utilisait avec l'équipe d'Angleterre, avec West Ham, et même lors de ses 6 premiers mois avec Arsenal. Il a fait descendre également Merino d'un cran. Il l'a fait jouer au poste de numéro 8. Il a d'ailleurs été très bon encore ce week-end de Merino contre Ipswich. Et au poste de numéro 9, il a mis Leandro Trossard, qui est plutôt un ailier gauche de base, mais qui a joué numéro 9, qui a marqué un doublé. Alors moi, au poste de numéro 9, Trossard, la plupart du temps, je l'ai toujours trouvé un petit peu, un peu moins bon que sur le côté. Mais disons que ce week-end, en tout cas, il a montré plutôt des bonnes vertus. Et donc, je pense que ce sera la composition d'équipe qui sera alignée notamment au match aller, avec donc Trossard en 9, Merino au poste de 8 et Declan Rice au poste de 6. Effectivement, merci pour ces précisions. Justement, je voulais évoquer après avec vous les compos d'équipe, mais effectivement, tu as déjà répondu, Yacine. Najim, pardon. Je tiens à te répondre sur les coups de pied arrêtés que même si Arsenal est un peu moins bien, le PSG est particulièrement mauvais sur ce registre de jeu. Et voilà, c'est aussi quelque chose d'un peu inquiétant de notre côté. C'est à prendre en compte. Ouais. Voilà, c'est à prendre en compte. Le PSG est très vulnérable sur les coups de pied arrêtés. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le cœur de la tactique et de l'opposition entre les deux équipes et les deux coachs. Ces deux équipes qui aiment avoir le ballon, ces deux équipes qui aiment le récupérer rapidement. Est-ce que vous voyez des différences aujourd'hui entre ce que propose le PSG de Luis Enrique et Arsenal d'Arteta, Yacine? Quelles sont les éventuelles différences, hormis peut-être ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir que Arsenal laisse plus volontiers le ballon à l'adversaire, alors que le PSG, je crois, il y a un delta de 10 secondes. Le PSG a 10 secondes pour récupérer le ballon à chaque fois. Est-ce que c'est ça la différence? Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures que vous identifiez entre les deux coachs? Moi, je pense qu'il y a la vraie différence, elle est dans le positionnement du bloc équipe sur la saison. C'est-à-dire que le PSG a très souvent voulu être haut et récupérer le ballon très vite. Arsenal, pas systématiquement. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps fait. Ça gère un peu les temps forts, temps faibles, et ils sont pas dans ce contre-pressing permanent. Voilà. C'est la vraie différence pour moi. Mais ça vient aussi du fait qu'ils sont capables, à un moment donné, je pense, capables de plus subir que le PSG sans être mis en danger. Le PSG est capable aussi d'être un peu plus bas et tout, mais c'est pas la même façon de défendre quand ils sont en bloc bas, et Arsenal est beaucoup plus compact, beaucoup plus dur à passer, et notamment ce que disait Najim, c'est-à-dire les latéraux, mais plus globalement la ligne de 4, qui est quand même plutôt difficile à passer en 1 contre 1, et ça te permet de mieux gérer ces temps-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment cette faculté à être capable à un moment donné de redescendre un peu et de subir un peu plus. Alors quand je dis subir,
c'est volontaire, c'est pas subir parce que tu es poussé dans tes retranchements, c'est de se dire voilà, hop, on se remet un peu en place et on attend. Le PSG aime plutôt avoir le ballon. Je pense que c'est là, et tu vois, si on fait la différence de l'autre côté, je pense que le PSG préfère beaucoup plus qu'Arsenal avoir la possession. Ça, c'est le credo de Luis Enrique. Voilà. Après, il y a il y a beaucoup de similitudes malgré tout. Et tu vois, comme on parle du match aller, évidemment que l'absence de Partey, même si Arteta a des bien possibilités et sûr. des solutions de rechange, hein, l'absence de Partey elle est importante dans, pour moi, deux éléments. Évidemment, l'équilibre qu'il apporte à l'équipe. On l'a vu sur les matchs à élimination directe notamment. Mais il y a surtout un truc, c'est l'impact qu'il apporte. Parce que c'est avec Rice les deux joueurs qui peuvent mettre le plus d'impact dans cette équipe au milieu de terrain. Et ça c'est quelque chose aussi qui va manquer sur le match aller. Donc voilà, après comme même si ça fait un peu langue de bois, je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, évidemment, sauf si un match tourne parce qu'il y a une efficacité maximale d'un côté ou l'autre, voilà, on est sur des équipes qui sont pas loin l'une de l'autre. Oui, le match peut basculer sur des petits éléments, mais il n'y a pas de grosse différence. Il y a des similitudes. Euh, et il y a, voilà, les deux éléments dont j'ai parlé, la façon de subir un peu plus et une équipe qui sûrement est plus à l'aise quand même quand elle a une possession un peu plus importante, mais voilà. Mm. Et on voit la dynamique d'Arsenal affichée à l'écran avec quasiment que des victoires effectivement ces derniers matchs. Najim, même question et on va dire que j'élargis aux deux coachs. On a peut-être un peu l'impression que Luis Enrique est un peu plus dogmatique que Mikel Arteta. Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être que le projet est plus jeune aussi, hein. Ouais, Euh, peut-être parce que en 2022-2023, Arsenal, c'est une équipe qui faisait que du contre-pressing de la première à la 90e minute de jeu. Ils avaient d'ailleurs, pour moi, avec Manchester City à l'époque, le meilleur contre-pressing d'Europe. Franchement, moi, j'adorais parce que Arsenal, franchement, ne laissait pas l'équipe respirer. Ils arrivaient à récupérer le ballon très haut. Ils étaient tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Et je pense que la fin de saison 2022-2023 a un petit peu changé la philosophie d'Arteta parce que à partir de la 30e journée, on a eu une équipe d'Arsenal qui s'est un peu essoufflée. Alors, il y avait eu la blessure de Saliba aussi qui avait un petit peu impacté aussi les performances d'Arsenal. Mais on avait une équipe d'Arsenal qui s'était effondrée dans le sprint final et Manchester City avait fini par remporter le championnat. Et derrière, je pense que ça a vraiment changé un petit peu sa manière de voir les choses. Et Arteta s'est dit, ah, peut-être qu'on va pas essayer de presser de la première à la 90e. On va le faire de temps en temps, mais de temps à autre, quand il faudra laisser le ballon à l'adversaire, on le fera aussi. On essaiera d'être en bloc médian, d'être en 4-4-2, d'être bien compact et de coulisser comme Arsenal, c'est très bien de faire dorénavant. Donc ça, oui, effectivement, c'est une première différence entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Mais moi, je vois aussi une autre grosse différence, et c'est plutôt en faveur du Paris Saint-Germain cette fois-ci, et c'est pour moi la grosse force du PSG, c'est que je trouve que offensivement, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de variété dans sa manière d'attaquer. Je trouve que les attaquants ont beaucoup plus de liberté, ça permet beaucoup entre Kvara, Dembélé, Barcola ou Désiré Doué lorsqu'il est aligné. Il y a beaucoup de permutations. Dembélé, parfois il est en neuf, parfois tu le vois s'excentrer sur le côté. Tu as des joueurs comme Dembélé et Doué qui sont capables de faire beaucoup de choses. Ils sont capables à la fois de demander dans la profondeur, ils sont capables de demander dans les pieds, ils sont capables de percuter et d'éliminer, ils sont capables aussi de percuter, d'aller fixer et de libérer pour un partenaire. Donc en fait, tu as dans ton équipe des profils offensifs qui sont capables de faire beaucoup de choses et ça permet au Paris Saint-Germain, je trouve, d'avoir une grosse variété dans sa manière d'attaquer. Alors qu'Arsenal, je trouve que tu as beaucoup plus de joueurs unidimensionnels, c'est-à-dire des joueurs qui savent faire surtout une chose, mais par contre, ils le font très bien. Par exemple, je vous donne un exemple, Martinelli, on sait ce qu'il va faire. Martinelli, c'est un joueur, il va avoir le ballon, il va aller percuter, soit il va déborder pour centrer, soit il va repiquer sur son pied droit et il va tenter de frapper. Il fait souvent la même chose, mais par contre, il sait très bien le faire. Pareil finalement pour Bukayo Saka, hein, qui est un des joueurs les plus efficaces et le joueur le plus dangereux d'Arsenal. Mais c'est un joueur finalement qui fait souvent quand même la même chose. Mais par contre, attention, il le fait très bien, ça passe souvent et il permet à Arsenal il permet souvent d'être décisif. Donc je trouve qu'il y a une différence quand même par rapport à ça, où je trouve que l'attaque d'Arsenal est peut-être un peu plus robotisée que celle du Paris Saint-Germain, où je trouve qu'au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de permutations. Et ça, pour moi, c'est la grosse force du Paris Saint-Germain. Yacine, est-ce que ce que dit Najim, c'est la faille principale d'Arsenal, c'est-à-dire la prévisibilité contre la fameuse imprévisibilité du PSG, si chère à Luis Enrique? Est-ce que selon toi, on va dire, c'est l'une des cartouches du PSG, ça?
Disons que c'est un peu plus lisible défensivement, mais après le truc c'est que ils ont aussi des joueurs qui, par exemple, se projettent beaucoup plus aux abords de la surface, c'est-à-dire qu'ils font les différences sur les côtés, et après t'as Rice, t'as Odegaard qui viennent apporter aussi à l'intérieur du jeu. Donc c'est une autre façon d'attaquer en fait. Je pense pas que ce soit un point faible. Par contre, évidemment que euh, la façon qu'a le PSG d'attaquer, c'est un problème pour les défenses parce que finalement, et je l'ai déjà dit, un défenseur, il aime bien un peu se jauger et prendre le dessus sur son adversaire. Sauf que le problème avec le PSG, c'est qu'une fois que tu as pris le dessus sur Dembélé, bah, 10 minutes après, tu te retrouves avec Gvara. Donc, il faut te réadapter au jeu de Gvara Hmm. et défendre différemment parce que c'est pas le même joueur et donc reprendre le dessus sur un autre joueur. Et c'est là toute la différence, évidemment, dans la possibilité des attaques des uns et des autres. Il y en a un qui est un peu plus rigide, mais qui s'appuie sur des milieux pour créer d'autres différences. Et le PSG est plus sur ces trois attaquants avec des milieux qui sont en soutien, mais qui se projettent pas non plus. En début de saison, tu vois, il y a eu des moments où Neves et Vitinha venaient, on le voit quand même moins depuis un certain temps, notamment depuis qu'il y a cette liberté totale sur les attaquants. Donc voilà, je pense que c'est deux façons d'attaquer. Le truc, c'est que, évidemment, l'avantage pour le PSG, quand tu défends face à une équipe qui est un peu plus figée, c'est que quand tu commences à prendre le dessus sur ton adversaire, tu sais que tu vas pas avoir un changement et que bon, mentalement, il se passe quelque chose. Voilà. Maintenant, ça reste aussi des joueurs qui sont capables sur. Tu sais, Thierry Henry le dit très bien dans une interview. Tu sais, un attaquant, il peut tenter 10 fois. Hein. Il rate 9 fois, il passe une fois, il y a but. Il a gagné son match. Hein. Donc, la C'est ça. différence, elle est là. Alors qu'un défenseur, il a beau prendre le dessus 9 fois sur 10, le jour où le moment où il se fait passer, s'il y a but derrière, eh ben, on va lui tomber dessus comme s'il avait pratiquement raté son match. C'est l'avantage des attaquants et les attaquants d'Arsenal sont capables de faire ça. Voilà, notamment Saka. J'ajoute aussi, et je suis d'accord avec Yacine par rapport à ça, attention, hein, quand je dis que l'attaque d'Arsenal est un peu robotisée, je considère pas que c'est un point faible, mais par contre, je considère que c'est un point fort du Paris Saint-Germain, cette capacité à avoir pas mal de variété dans sa manière d'attaquer. Donc, je rejoins complètement Yacine là-dessus. Et j'ajouterais aussi qu'il y a les latéraux aussi, on en parle un peu moins, mais Hakimi et Nuno Mendes sont des joueurs qui se projettent beaucoup, peuvent se retrouver dans la surface. On a souvent vu Nuno Mendes se retrouver dans la surface contre Aston Villa. Ça aussi, ça fait partie de la manière d'attaquer du Paris Saint-Germain. Et c'est différent du côté d'Arsenal parce que du côté d'Arsenal, on a un Timber qui va avoir plus un rôle assez défensif, qui va un peu moins se projeter, qui va surtout rester au niveau, au contact de ses défenseurs centraux. Et puis à gauche, on va plutôt avoir un Lewis Kelly qui lui va entrer à l'intérieur du jeu pour pouvoir se repositionner au milieu de terrain. D'ailleurs, à la base, Lewis Kelly, c'est un milieu de terrain de formation. Il jouait milieu de terrain avec les équipes de jeunes. Donc, il a cette qualité de passe, il a cette vision de jeu. Il peut parfois même porter le ballon pour pouvoir un petit peu provoquer. Ça fait aussi partie des forces du côté d'Arsenal. Et puis, c'est vrai que tu as parlé aussi de la capacité qu'ont les milieux de terrain à se projeter. Il y avait, il y a 2 ans, Granit Xhaka, ça le faisait extrêmement bien. Il avait marqué, je crois, une dizaine de buts, toutes compétitions confondues, parce qu'il arrivait de sa position de numéro 8 à se projeter comme ça, à arriver lancé dans la surface de réparation. Et c'était un vrai plus, un vrai atout pour les Gunners. Et depuis le départ de Granit Xhaka, c'est vrai que Arteta a toujours eu du mal véritablement à retrouver cet apport offensif du numéro 8 qui joue à gauche. Donc pas Martin Odegaard, mais plutôt Havertz n'y arrivait pas. Declan Rice, ça a pris un peu de temps, mais Declan Rice est monté en puissance et Declan Rice marche sur l'eau. Hein. C'est clairement le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de l'année 2025. Et là, ce sera certainement Merino. Alors Merino, sur la première partie de saison, il avait beaucoup de mal à le faire, à arriver comme ça, lancé dans la surface, à avoir un vrai atout, un vrai apport dans la surface de réparation. Mais le fait d'avoir joué numéro 9, j'ai la sensation que ça lui a apporté de la confiance et je l'ai trouvé très à l'aise ce week-end contre Ipswich. Donc peut-être qu'il parviendra à le faire contre le Paris Saint-Germain. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire attention parce que c'est vrai que les numéros 8 à Arsenal ont tendance à se projeter, surtout le milieu, le relayeur gauche, donc Merino. Odegaard, lui, va plus être dans un rôle de créateur, il va plus proposer à l'entrée de la surface de réparation pour essayer d'apporter, on va dire, une touche créative à cette équipe d'Arsenal. Najib, je te laisse la parole rapidement. Est-ce qu'elle a des faiblesses, cette équipe d'Arsenal, selon toi? Est-ce que, je sais pas, la jeunesse peut-être de sa défense, de Lewis Kelly, de Timber, ça peut être quelque chose qui peut être une faiblesse? Pour moi, la faiblesse, c'est premièrement quand même sur le plan offensif. À partir du moment où tu as Havertz et Gabriel Jesus qui sont blessés, forcément, c'est quelque chose qui s'est fait un peu ressentir. Alors, j'expliquais tout à l'heure, Merino a su faire un très bon intérim. Là, normalement, il devrait jouer numéro 8. Moi, j'ai quand même quelques doutes sur Trossard. Il faudra voir si Trossard va être capable d'assumer le rôle de numéro 9. Surtout que Trossard, c'est un joueur surtout qui a été plébiscité plutôt pour son rôle de super sub que pour son rôle de titulaire.
Trossard, ça a été un joueur qui a surtout été bon lorsqu'il rentrait en cours de jeu que lorsqu'il était titulaire. Donc, faudra voir si Trossard va réussir à peser sur la défense du Paris Saint-Germain. Et puis moi, j'ai toujours aussi un point d'interrogation sur Kivior, parce que même si Kivior a fait le boulot, et franchement, faut l'applaudir, parce que moi, j'avais énormément de doutes. Remplacer Gabriel, qui est peut-être le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de la saison. Euh, En plus, Kivior, voilà, ça reste quand même un joueur de, de par ses qualités, forcément, il est quand même inférieur à Saliba et à Gabriel. Il a fait le boulot contre le Real, il a fait le boulot aussi en Première Ligue lorsqu'il a été aligné. Mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? Ça, c'est quand même une interrogation que j'ai. Parce que si le Paris Saint-Germain arrive comme ça à multiplier les vagues, comme ils ont été capables de le faire contre Aston Villa, notamment lors du match aller, est-ce que Kivior va être capable? Peut-être qu'il va réussir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais est-ce qu'il va être capable de le faire 10 fois? J'en suis peut-être un peu moins certain. Donc j'ai quand même des interrogations surtout sur ces deux individualités-là. Et puis voir comment tout simplement la défense d'Arsenal va résister aux assauts du Paris Saint-Germain. Parce que mine de rien, c'est pas tous les jours qu'Arsenal va affronter une équipe qui est capable comme ça de multiplier les assauts. Moi, j'ai vu des matchs quand même du Paris Saint-Germain, notamment, encore une fois, je fais référence à ce match contre Villa, et même à la première mi-temps du match retour, où là, c'était plus sur des transitions, mais tu as quand même une équipe du PSG qui est capable sur 45 minutes de se procurer quasiment une dizaine d'occasions parfois. Donc, va falloir voir si Arsenal va être capable, si ça arrive à un moment du match, s'ils ont un temps faible, comment Arsenal va gérer ce temps faible, ça va être intéressant de le voir. Effectivement. Maintenant qu'on a présenté, les amis, les profils des deux équipes, Yacine, à quel type de match aller, parce qu'évidemment le match retour dépendra du match aller, mais à quel type de match aller on peut s'attendre? C'est vrai qu'on a du mal un peu à entrevoir, par exemple, qui aura le ballon, qui aura quel type de PSG on aura par rapport au dernier match, notamment à Liverpool et à Aston Villa. Est-ce qu'il faut s'attendre à un PSG entre guillemets qui n'a rien à perdre, même si j'aime pas cette expression parce que tu es en demi maintenant et t'as tout à gagner, mais est-ce qu'il faut s'attendre à un PSG qui presse, qui va quoi qu'il arrive et voilà parce que c'est ce qui fait le mieux. Au contraire, est-ce qu'il faut s'attendre à un Arsenal qui veut s'imposer tout de suite dans le jeu et qui va dire non, non, c'est nous les patrons. Enfin, je sais pas quel type de match vous attendez, Yacine. Moi, je m'attends à quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire un PSG qui va essayer d'aller vite récupérer le ballon et l'avoir le plus possible parce que c'est comme ça que malgré tout, même s'il y a eu une évolution depuis Manchester City avec des phases de transition qui sont quand même plus marquées qu'en début de saison, malgré tout, c'est ce que le PSG aime faire et c'est là-dessus que le PSG a travaillé quand même le plus longtemps sur la saison. Le truc, c'est qu'il y a deux éléments qu'on est obligé de prendre en compte, même si maintenant ça commence à dater, c'est qu'il y a plus ce fameux but à l'extérieur qui compte. Donc, t'es plus obligé d'aller marquer et quoi qu'il arrive, qu'on fasse ce qu'on veut, ça joue quand même sur la façon d'attaquer le match. La deuxième chose, c'est que on est sur un match aller et tu vois, même si moi je sais même plus en fait si c'est bien de jouer au match aller chez toi, match retour ou pas. Le seul truc, c'est que là, on a affaire à deux équipes qui se sont déjà rencontrées, qui connaissent les progressions des uns et des autres sur la saison, qui sont sur une vague ascendante et qui sont très bien. C'est pas pour rien qu'elles sont en demi-finale de Ligue des Champions. Et je pense malgré tout que là, on arrive vraiment dans le moment où tu fais ton calcul sur les deux matchs. Et moi, je vois pas Arsenal se dire bon les gars, on est à la maison, faut faire la différence tout de suite et donc on va y aller et on va s'ouvrir parce que je vois pas le match comme ça. Je vois pas un match complètement fou. Après, le match, il peut devenir fou parce que après les circonstances du match, je peux pas le savoir. Je vois pas un début de match complètement fou où Arsenal va se dire d'entrée, faut aller leur mettre la pression. Parce que je pense que c'est un match aller-retour et qu'aujourd'hui, les coachs, voilà. Et la dernière chose, et ça rejoindra le contexte du match, parce qu'on m'a posé la question, en plus, il y a 2-3 jours là, est-ce que l'expérience peut jouer, parce que Paris est sur 4 demi-finales en 6 ans. En fait, le truc, c'est que c'est très bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, alors oui et non. Oui, parce qu'évidemment, quand tu joues 4 demi-finales en 6 ans, il y a quelque chose. Malgré tout, des joueurs qui ont joué la demi-finale l'année dernière, bon, déjà, il y a quand même certains qui n'étaient pas là. On pense à Doué, à Neves, à Pacho. C'est pas quand même pas rien. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, oui, dans l'approche, on va dire, tu as déjà joué des demi-finales. La différence, c'est qu'Arsenal joue aussi en première ligue et joue des gros matchs régulièrement. Donc, cette atmosphère de gros matchs, parce qu'en vérité, aujourd'hui, c'est même plus de dire, ouais, demi-finale de Ligue des Champions, pas, c'est l'atmosphère d'un gros match. Arsenal, c'est quand même le faire.
Arsenal joue régulièrement Liverpool, City, etc. Donc, je pense que finalement, ça s'équilibre aussi, tu vois. Je vois pas Arsenal être sous pression en se disant, tu vois, Najim disait, c'est leur première demi-finale depuis 2009. Bon, ok, oui, tu manques un peu d'expérience. Bon, c'est pas ça qui va bouleverser le truc, tu vois. On n'est pas sur une équipe surprise type Atalanta qui d'un coup arrive en demi-finale, qui est pas préparée. Ah, c'est Et clair. voilà, c'est quand même différent. L'approche d'Arsenal est différente. Donc voilà, moi je m'attends pas à un match complètement fou d'entrée en tout cas. Après évidemment qu'il peut se passer plein de choses en fonction du scénario. Même Ah, question, là, dis-moi. ouais, je m'attends pas forcément à un match fou, mais par contre, je m'attends quand même au match aller à avoir une équipe d'Arsenal qui va tenir le ballon. À l'Emirates Stadium, généralement, Arsenal, c'est une équipe qui a la maîtrise. Donc, j'ai très peu d'exemples de matchs où Arsenal a laissé le ballon à l'adversaire à domicile. Donc, il y aura des séquences dans le match, peut-être de 15 minutes, où le PSG aura vraiment le ballon et va s'installer dans le camp adverse. Mais sinon, en tout cas, au match aller, je m'attends surtout à une configuration où Arsenal va tenter quand même d'assiéger le camp adverse. Après, est-ce qu'ils vont le faire avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'intensité? Ça, je ne sais pas. Peut-être que ce sera une possession assez lente où on va essayer de trouver les espaces. Comme l'a dit Yacine, il y aura un match retour. Je pense que les deux équipes vont pas tenter de complètement se livrer. Ouais, Maintenant, moi, pas se mettre en danger, pas se mettre en danger sur ouais, malgré tout, peut-être tu un peu vois. plus en Tu sais deuxième que les période parce transitions que du je PSG. pense quand même qu'Arsenal va vouloir terminer le match Oui, oui. en l'emportant parce qu'il y a quand même ce match retour qui se jouera au Parc des Princes. Et donc, je pense que peut-être qu'on aurait une première période un petit peu terne, mais par contre, qu'en deuxième mi-temps, si le score est toujours de 0-0, là, Arsenal risque, je pense, quand même de mettre beaucoup plus d'intensité, de se livrer davantage parce que un match nul à domicile serait pas forcément un bon résultat. Parce que moi, je considère quand même que jouer le match à l'extérieur, ça reste quand même un avantage. Parce que, bah voilà, tu joues devant ton public et généralement, tu as quand même tendance à être plus efficace à domicile qu'à l'extérieur. En tout cas, c'est le cas d'Arsenal. Je pense que c'est le cas aussi du PSG. Donc, je pense que voilà, Arsenal a quand même tout intérêt à aller chercher au moins un but d'écart au match aller pour aborder le match retour avec un petit peu plus de tranquillité. Surtout qu'en plus, mine de rien, pour le moment, dans leur parcours, Arsenal a toujours commencé les matchs retour avec un immense matelas parce qu'ils ont gagné 7 buts à 1 contre le PSV Eindhoven au match aller. C'était là-bas, aux Pays-Bas. Et puis, ils ont gagné 3-0 contre le Real Madrid à domicile. Donc, pareil, ils ont abordé le match quand même avec beaucoup plus de tranquillité, même si le Real Madrid nous avait promis que ça allait être compliqué au retour. Donc, voilà, il va falloir quand même essayer d'aller chercher au match aller un avantage pour essayer de s'offrir un match retour. En tout cas, y aller avec moins de pression. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que Najim, tu dis que tu vois pas du tout Arsenal céder le ballon et plutôt tu vois Arsenal Ah ouais, assiéger la partie de terrain parisienne et Yacine, et je partage aussi ton avis, nous on voit mal le PSG justement ne pas avoir le ballon et ne pas trop presser. Donc il y aura quand même une bataille à ce niveau-là sur la tenue du ballon et bien le sûr. pressing parce que visiblement des deux côtés, personne n'envisage que l'autre ait le ballon. C'est ça. Après, Très- très rapidement, il y avait eu le match quand même contre City où par moment le PSG n'avait pas toujours eu le ballon, mais Mm. par contre sur transition, ils avaient fait extrêmement mal. Après, je pense aussi que City était pas dans la même forme qu'Arsenal. Ils étaient vraiment malades et que sur les transitions, forcément, le Paris Saint-Germain avait eu beaucoup plus d'espace. J'ose espérer qu'Arsenal ne leur laisseront pas autant d'espace. Mais on a déjà eu cette configuration où disons que l'adversaire avait eu un petit peu plus le ballon que le Paris Saint-Germain. Yacine, merci d'avoir mis le classement parce que c'est l'objet de ma prochaine question. On le voit, Arsenal avait fini troisième, Barcelone deuxième, l'Inter quatrième, donc les trois demi-finalistes. L'autre demi-finaliste, on le voit même pas sur le classement parce qu'il était 15e, c'est le PSG. Je dis ça parce que le PSG part de plus loin et je voulais vous demander si ça fait d'Arsenal un favori de cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, on a du mal à dégager un favori. C'est sûr, hein. Certains diront oui, le match retour et au parc, c'est peut-être avantage PSG. D'autres, comme moi, j'avoue, je pense comme ça. Je pense que Arsenal a un petit peu d'avance sur son projet par rapport au PSG, puisqu'Arteta est là depuis plus longtemps et je fais d'Arsenal un léger favori, mais vraiment léger, hein, c'est presque inexistant. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Moi, je ne sais pas ce que disent en Angleterre les médias, Najib, mais je pense qu'en Angleterre, on voit Arsenal favori de cette demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, mais pas forcément de loin. Je pense que les médias anglais sont aussi conscients quand même que le PSG du mois d'octobre, là, quand Arsenal avait gagné 2-0, et le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, c'est plus le même. Et pour moi, le match justement de la saison régulière, il a plus aucune valeur parce que pour moi, c'est vraiment deux équipes complètement différentes. Pour moi, en saison régulière, quand il y avait eu le Arsenal PSG, j'étais très confiant, j'étais très optimiste. Je voyais Arsenal l'emporter, ça n'avait pas loupé. Mais là, aujourd'hui, je suis beaucoup moins confiant. Enfin, je crois évidemment aux chances d'Arsenal.
mais je crois aussi aux chances finalement du Paris Saint-Germain. Pour moi, vraiment, on est quasiment sur du 50-50 parce que le Paris Saint-Germain est l'une des équipes les plus en forme depuis le mois de janvier. Euh, on leur avait promis l'enfer contre Liverpool, finalement, ils ont réussi à passer. Alors certes, ça a été au tir au but, mais il y avait quand même eu le match aller qui était vraiment de très bonne facture, même si le PSG avait perdu. Contre Aston Villa, je les ai trouvés impressionnants au match aller. Même au match retour sur la première mi-temps, je les ai trouvés très bons, notamment sur les transitions. Donc pour moi, c'est une équipe complètement différente. Yacine a aussi parlé des recrues par rapport à la saison dernière, qui ont eu le temps finalement de s'adapter au Paris Saint-Germain. Ils ont eu le temps de monter en puissance. Il y a un vrai 11 quand même aujourd'hui qui se dégage du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, franchement, j'ai beaucoup de mal à désigner un favori. J'ai expliqué tout à l'heure les forces et les faiblesses des deux équipes. Moi, je trouve qu'Arsenal, voilà, défensivement, est plus fiable que le Paris Saint-Germain. Mais par contre, je trouve que le Paris Saint-Germain, dans sa manière d'attaquer, a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'alternatives. Avec même aussi, bah, si tu mets un Barcola d'entrée, bah, tu as la possibilité de faire rentrer Désiré Doué. Et quand on voit la forme de Désiré Doué depuis quelques mois, bah, c'est pas un détail dans l'histoire. Donc, franchement, j'ai beaucoup de mal à désigner un favori. Moi, j'ai regardé un petit peu sur les sites de paris sportifs. J'ai vu que le Paris Saint-Germain était légèrement favori, certainement par rapport au fait que le match retour se déroule au Parc des Princes. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le seul élément qui fait que le Paris Saint-Germain peut-être est pour moi légèrement favori, c'est que le match retour se joue à domicile pour eux. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à désigner un favori. Et puis, l'autre chose qui pourrait peut-être faire pencher la balance du côté d'Arsenal, c'est cette deuxième mi-temps contre Villa où on a quand même vu à nouveau peut-être une petite fébrilité, une petite fragilité, où le Paris Saint-Germain a concédé comme ça 2-3 buts en l'espace de quelques minutes, où on a vu le Paris Saint-Germain un petit peu stressé. Alors finalement c'est passé au final, hein, mais faudra voir si Arsenal comme ça a un gros temps fort, comment le Paris Saint-Germain va réagir. Ça va être intéressant également de l'observer. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à désigner un favori. Moi, sincèrement, avant le match contre le Real Madrid, je voyais Arsenal passer parce que je trouvais que le Real Madrid n'était pas forcément dans une très bonne dynamique et je mettais Arsenal comme l'équipe qui était le plus susceptible de se qualifier. Aujourd'hui, vraiment, c'est du 50-50. Pour moi, c'est très difficile de désigner un favori. Yacine, même question que Kanajim. Est-ce que tu penses qu'Arsenal est légèrement favori ou 50-50? Non, 50-50 et je vais même dire plus, c'est que en fait aujourd'hui certains mettent un peu Arsenal devant, etc. Parce que je pense qu'il y a une chose, c'est que cette deuxième mi-temps, enfin ces 20 minutes là à Aston Villa, elles ont un peu faussé le truc, mais en Ouais, vérité, quand tu regardes à la mi-temps, il y a 2-0 et on sait pourquoi ça a faussé le truc, c'est que les joueurs l'ont dit, ils ont un peu levé le pied en se disant bon ça y est, on a 4 buts d'avance, etc. Ils se sont fait piéger, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'est que s'il n'y a pas finalement ce temps fort d'Aston Villa, je pense que les gens tiennent pas le même discours. Et effectivement, Arsenal a fait le taf contre Madrid. Et donc, du coup, tu te dis, ah tiens, bah, c'est quand même un peu plus solide. Mais en vérité, moi, je considère que c'est 50-50 vraiment et sans faire de langue de bois parce que les deux ont des armes, les deux ont quelques faiblesses. Oui, il y a le match retour au parc. Et bon, malgré tout, ça peut être un vrai avantage. Mais voilà, je pense qu'il y a tellement pas de différence, il y a très très peu de différence avec des points faibles et des points forts des deux côtés que sans faire de langue de bois, pour moi, c'est du 50-50. ouais, Voilà, pareil. et je redis, c'est vraiment juste ces 20 minutes-là du PSG contre Aston Villa qui t'amènent à douter en disant ah peut-être qu'Arsenal c'est quand même plus solide que nous, mais en même temps ça se trouve il y a 0-0 à la mi-temps, Paris fait pas la deuxième mi-temps qu'ils font. Voilà, donc ouais, t'as revécu 20 minutes un peu étranges et bizarres à Aston Villa. Bon, et en plus de ça, même si c'est pas bien de dire ça, c'est Aston Villa. Et je pense que les Parisiens, si ça avait été Arsenal, je suis pas persuadé qu'ils auraient relâché le truc même en menant 2-0. C'est Aston Villa, le stade il s'était éteint pendant 20 minutes. Bon, tu t'es dit ça y est, les gars, on a fait le plus dur. Bah effectivement, t'as pas fait le plus dur. Et c'est une bonne leçon aussi pour la demi-finale parce que la Ligue des Champions, on l'a dit plein de fois, mais c'est la compétition de l'efficacité, mais c'est la compétition des temps forts. La Ligue des Champions, sur 15 minutes, un match ou une qualif, elle bascule. Voilà, bah tu le Ouais. sais, tu as été prévenu, elle n'a pas basculé sur ce coup-là. Voilà, mais je pense que les Parisiens, même s'ils menaient à un moment donné, allez, peut-être pas de 4 buts, mais de 3 buts sur l'ensemble des deux matchs à un moment donné, je pense pas qu'ils relâcheraient parce que Arsenal en face, malgré tout ce qu'on a envie de dire sur le foot, le respect que tu dois à tes adversaires, Arsenal, c'est pas Aston Villa, rien que dans l'imaginaire des gens. Donc il y a aussi ça, et Paris aurait sûrement pas levé le pied comme ils l'ont fait contre Aston Villa. Yas, je te laisse la parole sur la compo
du Paris Saint-Germain. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Arsenal, de l'absence de Thomas Partey et du probable repositionnement de Merino dans les trois du milieu. À Paris, on va dire qu'il y a plus qu'une incertitude en réalité. C'est toujours la même, c'est Doué ou Barcola dans les trois devant. Luis Enrique pour l'instant garde bien le suspense puisque Doué avait joué le match aller contre Aston Villa, Barcola le match retour. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que Luis Enrique va se dire qu'Arsenal aura le ballon et que Barcola en contre, ça peut être mieux? D'ailleurs, ça avait plutôt bien marché à Aston Villa, hein, puisque la première Moi, mi-temps, je pense que oui. c'est sur la première mi-temps, c'est sur un compte de Barcola que le PSG avait ouvert le score. Ou ce qui se dit, forme du moment, un peu match qui peut s'enflammer, Désiré Doué, voilà, peut-être qu'il a plus, je sais pas, peut-être pas les épaules, mais peut-être plus fait pour ce genre de match. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses Non, moi, je vois Barcola parce que tu es à l'extérieur. Parce que, tu vois, autant il y a des équipes où tu te dis, bon, même chez eux, ils vont quand même se mettre bloc bas, d'abord très compact, etc. Je pense pas que ce sera le cas d'Arsenal. Donc, des espaces, il va y en avoir. Et d'ailleurs, si on se rappelle, tu vois, sur la première mi-temps, qui est largement maîtrisée et dominée au score sur le terrain et tout, sur la phase de poule, même si c'est un autre match, on se rappelle quand même que les 2 ou 3 fois où le PSG avait mis en difficulté Arsenal, c'était sur des transitions, notamment il y avait eu la percée de Nuno Mendes. Donc, à l'extérieur, en fait, je pense que à l'extérieur, pour moi, cette saison en tout cas, à moins d'une catastrophe, il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que ce sera Barcola. Après, en fonction du résultat de l'aller, en fonction de plein de choses, oui, il y aura des hésitations. Mais pour moi, Barcola, malgré tout, on a vu ses stats cette saison, il y a des stats. Dans l'état d'esprit, même quand il a été dans le dur, il a toujours fait le travail. Et en termes de transition, je pense que c'est le plus compatible avec les deux autres pour jouer ces transitions-là. Donc sur un match aller, en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Messieurs, l'autre demi-finale, ce sera Barcelone-Inter Milan. Et je trouve ça amusant cette année parce que les quatre équipes, je trouve, se valent à peu près. On va dire que si on devait faire une échelle des favoris à la victoire finale, les quatre seraient à peu près dans le même bloc. Mais elles ont des profils divers et variés. Et on en parlait un peu en off avec Yacine la semaine dernière. Et Najim, je vais te poser la question. Est-ce que pour Arsenal, le PSG, c'est le pire tirage? Selon toi, est-ce que c'est le deuxième pire tirage ou est-ce que c'est le meilleur tirage parmi les trois autres équipes qui restent? Parce que c'est quand même des profils bien différents, hein. On a une Ah équipe ouais, c'est sûr là, ce que tu me poses comme question. nous, en tout cas, pour le Alors, PSG, moi, on a su facilement répondre. Donc, Et tu peux pas répondre après la qualif. ah oui, Ah c'est ouais, vrai. j'ai bien compris, ouais. Non, pour moi, je vais peut-être en surprendre certains, mais pour moi, le pire tirage, c'est l'Inter. Et je l'ai toujours dit. Moi, l'Inter a toujours été l'équipe qui m'a toujours le plus inquiété. J'étais très content d'ailleurs quand j'ai vu que l'Inter allait être dans le tableau de l'autre côté, parce que déjà Arsenal a perdu contre l'Inter en saison régulière 1-0. Ça avait été un match moche à regarder parce que l'Inter c'est une équipe qui est capable justement de jouer en bloc bas, de te laisser très peu d'espace, qui est capable de rendre le match un peu sale, un peu moche. Et j'espère d'ailleurs que le Barça réussira à éliminer l'Inter parce que je pense que si Arsenal parvient à éliminer le Paris Saint-Germain en finale, même si attention le Barça c'est très fort, je pense que tu as plus de chances de battre le Barça que de battre l'Inter. Et quoi qu'il arrive, le match sera beaucoup plus agréable à regarder contre le Barça que contre l'Inter. Donc je préfère jouer contre le Barça que contre l'Inter. Donc pour moi ça c'est la première chose. Après franchement entre le Barça et le Paris Saint-Germain c'est vraiment pas évident. Je trouve que le Barça a une vraie fébrilité sur le plan défensif quand tu arrives à contourner leur pressing. Ils ont un très bon contre-pressing, mais quand tu arrives à éliminer ce pressing-là, derrière, tu peux avoir des boulevards dans le dos de la défense. D'ailleurs, on l'a encore vu ce week-end contre le Celta Vigo où le Barça a pris 3 buts. Mais d'un autre côté, le Paris Saint-Germain, j'en ai parlé, il y a aussi quelques faiblesses. Franchement, pour moi, ça se voit entre le PSG et le Barça. J'aurais beaucoup de mal à choisir entre les deux équipes, mais ouais, je préfère en tout cas jouer soit PSG, soit Barça que l'Inter. C'est pas le pire tirage, le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le plus simple? Je sais pas pour autant. Yacine, j'ai l'impression qu'on s'est plutôt dit la même chose, nous aussi, de notre côté. Côté PSG, on s'est dit que l'Inter Milan, ce serait le pire. Et après, je pense que Barcelone, plus simple, Voilà. hein, peut-être. Le problème, c'est que quand tu regardes régulièrement des matchs un peu partout, tu vois bien que c'est l'équipe qui est la plus chiante à jouer. Encore une fois, tu vois que les gens confondent pas. On n'est pas en train de dire c'est la meilleure équipe ou quoi. On est en train de dire c'est l'équipe la plus chiante à jouer. C'est Voilà, elle ça, fait des trucs bien sûr, qui sont bien pas sûr. déjà
football d'aujourd'hui. Il y a de l'agressivité, il y a parfois de la méchanceté. Voilà, c'est l'équipe chiante à jouer. Et au foot, on préfère quand même avoir une équipe en face de toi qui joue au foot parce que tu sais qu'à un moment donné, il va se passer des choses, qu'une équipe qui te fait chier tout le temps. C'est exactement ça. Voilà. Et l'Inter, bah, le problème, il est là. Et encore une fois, je redis que les gens confondent pas. On n'est pas en train de dire c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe la plus chiante à jouer. Et même tactiquement, c'est l'équipe la plus chiante à jouer. Tu vois, pour moi, par exemple, le Barça, dans sa qualité de jeu avec le ballon, je trouve que c'est l'équipe la plus agréable à regarder. Ouais, C'est l'équipe, c'est une équipe, le danger peut venir de partout. C'est une équipe qui est capable d'emballer les matchs. On les a vus contre les gros, ils ont été capables d'anéantir pas mal de gros cette saison. Mais comme l'a dit Yacine, l'équipe la plus chiante à jouer, c'est l'Inter. Et c'est pour ça que, franchement, si Arsenal se qualifie en finale, je préfère 1000 fois jouer le Barça parce que je sais que je vais pas m'ennuyer. Je sais que ça peut être un match un peu fou qui peut aller dans tous les sens. Alors que contre l'Inter, je sais très bien qu'il y aura pas une avalanche de buts, que ça peut se regarder pendant un moment du match. L'Inter peut cadenasser la rencontre jusqu'aux prolongations. Non, je souffle. Si Arsenal va en finale, autant que ce soit un match un peu spectaculaire, et on verra ensuite quelle sera la meilleure équipe et qui méritera de remporter le trophée. Si Arsenal se qualifie, hein, je T'embête précise. pas, t'embête pas, Najim, t'auras pas de poser la question. J'espère Tu pas la plutôt. regarderas à la télé. Tu la regarderas à la télé. Messieurs, rapidement, pour finir cette émission, je voulais qu'on parle un peu des PSG Arsenal de l'histoire. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Voilà. Merci ChatGPT qui m'a pondu le récap. Alors, Donc il y a, voilà. il y a eu il y a eu en Coupe des Coupes, mais il n'y a pas eu en Ligue des Champions. Mais effectivement, en ouais. Coupe des Coupes, j'avais en tête, alors je l'ai pas vécu, hein, j'étais pas né, mais j'avais en tête évidemment qu'Arsenal et le PSG s'étaient affrontés parce que c'est l'année où Arsenal remporte la compétition, il me semble. À toi de me dire, Ouais. Ah Yacine, ouais, c'est toi. mais en fait, c'est la demi-finale. Évidemment, j'étais au parc. Ah, Ah, Et, et en fait, c'était un match très compliqué, déjà au parc. Notamment le fameux duel Ginola-Dixon, c'était exceptionnel. Et, euh, et en fait, au match retour, c'est surtout le match retour en fait qui a marqué l'histoire de ce match parce que c'est le fameux match où Arthur Georges décide de titulariser Rai, qui est dans le trou, à la place de Wea, parce que je rappelle qu'à l'époque, on a le droit qu'à 13 étrangers sur le terrain. Et il décide de titulariser Rai, et Paris prend un but d'entrée à Highbury, et Paris reviendra jamais en fait. Et c'était un match très très frustrant parce qu'on sentait pas Arsenal vraiment au-dessus de Paris, mais il y avait une meilleure maîtrise défensive notamment avec le fameux back four d'Arsenal. Et voilà, il y avait quand même des sacrés joueurs à Arsenal. Hein. Il y avait Ian Wright. Je veux dire, on n'est pas en train de parler d'une équipe lambda qui est arrivée là par hasard. Hein. bien Donc c'était sûr. déjà une belle équipe, mais voilà, c'est un match qui est un peu resté en travers de la gorge de ceux qui l'ont vécu parce que tu te disais pas que tu t'étais fait bouffer, mais t'es pas passé. Et surtout, il y avait franchement ce truc, enfin pour ceux qui se souviennent, le truc de Rai Wea. Wea, à l'époque, en Coupe d'Europe, ça brille partout. Et là, Arthur Georges, je sais pas ce qu'il lui prend. Il décide de mettre Rai, qui est dans le trou, qui vit une demi-saison catastrophique. Et voilà, on aura toujours ce regret en fait de se dire est-ce qu'avec Wea, tu serais passé. Mais voilà, c'est un des rares moments où on a affronté Arsenal. voilà. Et Ouais, c'est vrai. on regarde le bilan, les amis, il est largement à l'avantage d'Arsenal hein, sur les 5 confrontations. 2 victoires pour Arsenal, 3 matchs nuls. Donc le PSG n'a jamais battu, même sur un match, Arsenal en compétition officielle. Najim, plus récemment, il y a eu les matchs de 2016-2017, je pense que tu t'en souviens. Le PSG était en pleine reconstruction. C'était avec la première saison d'Unai Emery sur le banc du PSG. Voilà, il y avait Cavani, il y avait Di Maria, il y avait Draxler. Non, Draxler est arrivé à la mi-saison. Il y avait Matuidi, voilà, on voit l'équipe. 2 matchs nuls, 2-2 à l'Emirates, un partout au parc. Voilà, quel souvenir tu gardes toi de cette rencontre? Bah, je me souviens que nous non plus, Arsenal, on n'était pas forcément dans une excellente dynamique, hein. C'était la fin de l'ère Wenger un peu. C'était la période où Arsenal se faisait souvent éliminer en huitième de finale. 2016-2017, je crois que c'était, il me semble que c'est l'année où Arsenal se fait éliminer contre le Bayern Munich, je crois. Et je me souviens notamment que Arsenal n'était pas toujours favori hein, dans ce genre de match, parce que Paris Saint-Germain, bah, c'était la période où chaque année,
on disait, ouais, le Paris Saint-Germain fait partie des favoris de la Ligue des Champions. Il faut que le Paris Saint-Germain réussisse à briser la malédiction, à réussir à remporter la Ligue des Champions qu'il convoite tant depuis 5-6 ans. Et donc, je me souviens que le Paris Saint-Germain était plutôt favori, que finalement Arsenal avait réussi à chaque fois à ne pas perdre. Donc, j'en garde plutôt un bon souvenir. Je crois qu'il y avait eu un match où Edinson Cavani avait raté énormément d'actions, je crois, Le sur retour, l'une Ah des le doubles match non, retour. confrontations. j'allais en parler Ah de bah voilà. l'idole qui avait mangé le match, mais c'est pas grave. Vas-y, je te laisse Ah, te faire Je plaisir. pense que c'est l'un de ses, je pense ça m'est que c'est revenu l'un de comme ses, ça. Hein. c'est l'un de ses plus Ah, mauvais ça m'est... matchs au PSG. Au retour, il marque à la première minute et derrière, il rate, il Ah vendange ouais. tout ce qu'il fait, je crois. Ah, elle avait Euh, énormément Ouais. vendangé ce ouais. jour-là, je me souviens. Et puis nous, c'était à l'époque où on avait un Alexis Sanchez qui était en feu, qui était clairement notre meilleur joueur, qui est un joueur qui a laissé vraiment un super souvenir du côté des Gunners. Moi, j'adorais ce qu'était capable de faire Alexis Sanchez. Il était présent lors de cette double confrontation. Il me semble même qu'il avait marqué. Donc, euh, donc ouais, voilà, j'en garde un souvenir plutôt positif. Même si à la fin, de toute manière, c'était une époque où Arsenal n'arrivait pas à passer les huitièmes de finale. Et puis ensuite, il a fallu 6 ou 7 ans pour retrouver la Ligue des Champions, parce que pendant 6 ou 7 ans, Arsenal se qualifiait systématiquement en Ligue Europa. Najim, carton jaune parce que tu as cité le mot magique Edinson Cavani avec Yacine. Ça Ah, marque des esprits. Il y en a deux, trois comme ça, faut pas les citer. Ah, il faut pas les Euh, citer. Aïe, 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 je savais pas. Messieurs, j'ai préparé un petit quiz quand même pour finir, parce que je voulais pas finir sans Ah, voir vos allons-y, hein. sans voir vos connaissances. J'ai préparé 4 questions sur l'historique des confrontations entre Arsenal et le PSG, et j'ai pas pris ceux de 93-94 parce que ça aurait été déséquilibré Clairement, ça avait été pour vraiment notre, normal. déséquilibré. pour notre invité du jour. Attention, ça va être très rapide, il va falloir être vif. D'accord. Première question. En 2016-2017, les deux équipes sont dans la même poule et font 2 matchs nuls. Qui termine en tête de la poule? Arsenal. Arsenal. Bien joué, Najim. Au goal Voilà. average. Arsenal qui termine premier de la poule. Euh, Toujours dans cette même édition de la Ligue des Champions, le PSG fait 2 partout à Arsenal. Un joueur du PSG marque contre son camp ce soir-là. Qui est-ce? Ah ouais, là, c'est pas facile ça. Je crois que du côté d'Arsenal, t'as Giroud qui marque. Le PSG, je crois qu'il y a Verratti qui marque. Mais but contre son camp, waouh. Euh, Plutôt un beau joueur qui est resté très longtemps au PSG. Pastore, Non, un euh, beau joueur. Maxwell? non, que Yacine aime bien en plus. Verratti alors. Ouais, Verratti. Ah, c'était Verratti, bon, mais il avait marqué contre son camp alors finalement Verratti peut-être. a Il mis un n'avait pas but contre son marqué camp. dans le jeu. Voilà. Je l'ai oublié. Ouais. Je savais même pas, j'avais même oublié qu'il y avait un CSC dans ce match-là, tu vois. Ouais. Il y en a même eu Ah, 2 parce que côté pareil. Arsenal, c'est aussi un CSC. Ah, d'accord. Troisième question, un partout, messieurs. Troisième question, le match retour, le PSG et Arsenal font un partout au parc. Qui marque pour Arsenal? Sanchez, Oui, non? absolument. Oui, c'est ça. 2-1 pour Najim Medini. Et dernière question, attention, ça va être très rapide. Le PSG et Arsenal se sont affrontés plusieurs fois en Coupe d'Europe. Dans combien de stades se sont-ils affrontés? 3. 2. 3. Bien Ah! joué Yacine. Et oui, Highbury. Ah bah oui, Highbury, bah oui, je suis bête. Oui. Je suis bête. 2 partout, bravo messieurs. 2 partout. Ah bah Match voilà. nul, très serré comme la confrontation entre Arsenal et le PSG. Moi je vous dis, je vous donne mon prono, je pense que ça se jouera au tir au but au Parc des Princes. Voilà, ça, Wow, c'est Ah ça ouais? mon serait une prono. folie ça. Ouais, je sais pas pourquoi depuis 3-4 jours je pense à ça. Je pense que ça se Ça jouera au serait tir une au but. folie. Voilà, Ça voilà. serait une folie. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce preview Arsenal PSG. Najim, c'est la première fois que tu viens sur Paris United, on te remercie. C'était un Euh, plaisir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. ouais, on peut pas t'inviter pour Lyon, donc on t'invite pour Arsenal. Avec plaisir. On te souhaite bon match malgré tout, et puis voilà, que le meilleur gagne, on a envie de dire maintenant. Il reste 4 grosses Pareil, équipes. bon match à vous. Merci encore pour l'invitation. Ouais, que le meilleur gagne. Bon, je suis un peu moins fair-play, moi. Si vous pouvez être triste pendant 90 minutes, je prends. Mais non, franchement, Moi, bon match, profitez. Et puis je on dirais verra, rien. ouais, que le meilleur gagne. Hein. Je dirais rien parce que t'es invité, mais je te jure que j'ai envie de dire. J'en ai complètement rien à foutre d'Arsenal. Allez, vas-y, tu me le diras en off avec grand plaisir. Ouais, voilà. Mais ouais, non, mais pareil. Hein. Puis franchement, je vous avoue que avec tous les supporters parisiens que je connais, s'il y a bien une équipe contre laquelle j'ai pas envie de perdre, c'est le Paris Saint-Germain. Des équipes,
sais, il y a des équipes un peu random. Je sais pas, tu te fais éliminer demain contre la Juve. Bon, bah, t'es dégoûté. Mais je connais pas énormément de supporters de la Juve. Ouais, ouais, Par ouais, contre, ouais. les supporters du Paris Saint-Germain, j'en connais un paquet. Donc, forcément, si je me fais éliminer contre le PSG, ça risque de me suivre pendant un certain moment. Donc, je vous avoue que s'il y a bien une équipe contre laquelle j'ai pas envie d'être éliminé, c'est bien le Paris Saint-Germain. Eh bien, tant pis pour toi, ça arrivera. Euh, j'espère. Allez, merci les gars, merci Yacine, merci Najim, Merci à merci à toi. tous pour vos likes, vos commentaires, et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. À plus. Ciao. Ciao!